La pression des océans est une arme mortelle. C'est une force naturelle immense. Dangereuse, Douleur, engourdissement, faiblesse musculaire. écrasante. Plus rien, le silence. Elle détruit en une fraction de seconde. Le drame est immédiat. Nous allons traverser 5 niveaux de pression, plus dangereux les uns que les autres, jusqu'au lieu le plus inhospitalier au monde. 11 000 mètres de profondeur, c'est aussi dangereux qu'une grosse voiture. Personne ne peut réchapper à la pression des profondeurs. De toutes les planètes connues, la Terre est unique. Elle est recouverte d'eau. De beaucoup d'eau. Elle est recouverte à 70% par les océans. Leur profondeur moyenne est d'environ 3200 mètres. On devrait l'appeler planète océan et non pas planète Terre. La Terre est recouverte d'environ 1400 millions de kilomètres cubes d'eau. Rapportés à une forme sphérique, les océans représentent un tiers de la Lune. D'une masse volumique de 960 kg par mètre cube, ce liquide attiré vers le centre de la Terre par la gravité pèse 1360 trillions de kilos. Son poids constitue le principal obstacle à l'exploration sous-marine. Elle exerce sur le plongeur une pression mortelle. Plus on s'enfonce dans l'océan, plus c'est dangereux. La quantité d'eau et son poids au-dessus de soi augmentent. La colonne d'eau est divisée en 5 zones. Chacune plus profonde, plus sombre, plus froide et plus dangereuse que la précédente. La partie ultime, située à 11 000 mètres de profondeur, est le lieu le plus inhospitalier au monde. À 11 000 mètres, la pression est d'environ 1 tonne au centimètre carré. Imaginez 1 tonne sur une surface d'1 centimètre carré. Est-il possible de survivre à une telle emprise? Afin de mieux comprendre les incroyables forces en présence, nous allons explorer les 5 zones de la colonne d'eau. Également appelée zone photique, la zone épipélagique renferme la majeure partie de la vie marine. Malgré une profondeur relativement faible, la pression y est déjà très forte. Les 10 premiers mètres de profondeur sont très dangereux pour un plongeur inexpérimenté. Dans les années 40, Jacques Cousteau a révolutionné la plongée sous-marine en explorant pour la première fois la zone épipélagique. Cela fait moins d'1 siècle que nous plongeons et que nous explorons le monde sous-marin. Certains plongeurs mésestiment les dangers de la pression, surtout près de la surface. En décembre 2009, une famille de plongeurs amateurs décide de plonger au large des Keys de Floride. On a débuté la plongée en famille. On a obtenu notre diplôme il y a 6 ans. On a toujours plongé ensemble pendant les vacances. Andrew Devliger et son frère jumeau Matthew décident de plonger ensemble. On est descendu progressivement. La visibilité était bonne, l'eau chaude et claire. Des conditions parfaites.
Mais les eaux peu profondes renferment la variation de pression la plus importante sur Terre. Au niveau de la mer, le poids de l'air est de 1 bar. Que vous observiez le ciel ou le sommet d'une montagne, la pression est la même. Une unité de pression atmosphérique équivaut à 1 bar, soit 70 grammes par centimètre carré. Le poids de notre atmosphère sur une surface de 1 centimètre carré. Parce que l'eau est 800 fois plus lourde que l'air, le poids de 16 km d'atmosphère est concentré dans les 10 premiers mètres d'eau. Les 10 premiers mètres de profondeur sont les plus difficiles. Je savais que je devais y aller doucement, me déboucher les oreilles et équilibrer la différence de pression. Sous l'eau, la pression commence à comprimer les poches d'air à l'intérieur du corps du plongeur. En plongeant en apnée, au fur et à mesure de la pression, les poumons sont progressivement compressés jusqu'à finir par être réduits en bouillie. Le détendeur permet de respirer de l'air à la pression du niveau sous-marin où se trouve le plongeur, pour ne pas avoir d'accident. Andrew et Matthew descendent à 40 mètres de profondeur. La pression y est de 4 bars, soit l'équivalent de 4 boules de bowling appuyant sur 1 cm². On explorait une épave. La visibilité était d'une trentaine de mètres. C'était super. Même si les plongeurs respirent de l'air comprimé, leur organisme ressent les effets de la pression. Lorsque la pression est forte, des bulles de gaz se répandent dans la circulation sanguine. La seule façon de les faire disparaître est de décompresser en remontant à la surface. Matthew m'a fait signe qu'il remontait. On plongeait ensemble depuis 7 ans environ. C'était une plongée comme les autres. Il m'a montré sa jauge et j'ai compris que c'était le moment de rentrer. Je ne le voyais plus. J'ai levé la tête et j'ai vu qu'il était bien plus haut que moi. Matthew remonte à la surface trop vite. En remontant, les bulles d'air dans le sang grossissent après avoir été comprimées par la pression. C'est pourquoi il faut remonter progressivement pour qu'elles se dispersent et qu'il n'y ait pas de blocage. À bord du bateau, il a commencé à avoir du mal à respirer. Les victimes de ce type d'accident présentent plusieurs symptômes. Douleur, engourdissement, faiblesse musculaire, Paralysie, embolie, perte de mémoire, crise cardiaque, mort. L'organisme supporte mal les grands changements de pression. La maladie de décompression, communément appelée Benz, apparaît dès l'époque de la révolution industrielle. Les mineurs qui utilisaient des caissons pour évacuer l'eau du sous-sol ont été les premières victimes. Après un long séjour à une grande profondeur, ils ressentaient des douleurs articulaires. Certains sont morts par la suite. Si les scientifiques ne savent pas pourquoi l'organisme réagit si violemment au changement de pression, ils savent en revanche que le danger provient de l'intérieur. À l'image d'une boisson gazeuse. Avant d'ouvrir une bouteille de soda, il n'y a aucune bulle. Le dioxyde de carbone est en suspension.
On l'entend en ouvrant la bouteille. Les bulles apparaissent parce que le gaz présent dans le liquide cherche un point d'équilibre avec l'environnement. C'est ce qu'il se produit lors d'un accident de décompression. Hélas, le sang de Matthew est déjà envahi par les bulles. C'est dans la zone épipélagique, la partie la plus proche de la surface, que se produisent le plus d'accidents de plongée par an. Après avoir passé une demi-heure sous l'eau, Matthew commence à se sentir mal. On ne comprenait pas. Il n'arrivait plus à bouger ses jambes. Il avait du mal à respirer. On avait peur. On a prévenu les gardes-côtes et on a foncé. Les bulles risquent de bloquer la circulation sanguine de Matthew. C'est comme un bouchon de vapeur dans le carburateur d'une voiture. Le carburant n'arrive plus et le moteur s'arrête. Si le sang ne circule plus, tout s'arrête. 45 minutes après avoir refait surface, les jumeaux arrivent à l'hôpital. Les médecins cherchent à diminuer la taille des bulles dans le sang de Matthew. Ils le soumettent à plus de pression. Ils l'ont mis dans un caisson de recompression. Matthew est conduit d'urgence dans un caisson hyperbare. On le soumet à une pression de 3 bars dans l'espoir de réduire la taille des bulles d'air. Si les bulles ne diminuent pas, elles vont continuer à s'accumuler dans les articulations, dans la moelle épinière et faire encore plus de dégâts. Matthew reste confiné en chambre hyperbare pendant 3 jours. Hélas, son état ne s'améliore pas. En général, les symptômes diminuent lors du traitement. Ça n'a pas été le cas pour Matthew. C'était de plus en plus inquiétant. Au bout de 5 jours, son état semble s'améliorer. Il est tiré d'affaire, mais il garde des séquelles. Je suis resté 5 jours en chambre hyperbare. Une fois sorti, je n'arrivais toujours pas à bouger les jambes. J'avais peu de sensations. Matthew est paralysé des membres inférieurs. Contrairement aux prédictions des médecins, il a récupéré un peu de mobilité. Son cas est extrêmement rare. Chaque année, seuls 2% de plongeurs sont victimes de bends et très peu d'entre eux finissent paralysés. J'ai compris l'importance de la pression sous-marine. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi dangereuse. Il faut faire attention. Matthew a survécu de peu au danger de la zone la moins profonde de l'océan. Qu'en aurait-il été s'il avait plongé au-delà? Dans la zone mésopélagique, également appelée zone aphotique, les rayons du soleil l'atteignent difficilement. Comprise entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la pression atteint 1 tonne par centimètre carré, soit l'équivalent de 2 quads. À cette profondeur, l'air se fait aussi rare que la vie animale. Plonger dans ces eaux n'est possible qu'à l'aide d'un équipement particulier. Au début des années 60, des chercheurs américains ont eu l'idée de traiter le corps humain comme une éponge. Une éponge sèche se dilate en absorbant de l'eau.
Une fois saturé de liquide, sa taille se stabilise. De la même manière, le corps humain peut être saturé. Lors de la plongée en saturation, le plongeur arrive à l'équilibre des gaz dissous. À la surface, les plongeurs s'habituent à la profondeur de travail dans un caisson hyperbare. Les oreilles se bouchent, le cartilage se compresse. En fonction de la profondeur, la descente peut durer jusqu'à 6 heures. Le temps que l'organisme soit saturé et s'habitue. Les plongeurs sont descendus au fond de l'océan à l'intérieur d'une cloche. Une fois à la profondeur désirée, on peut ouvrir le hublot. Comme les pressions sont identiques, l'eau ne se précipite pas à l'intérieur. Que l'on reste 12 heures ou un mois, le temps de décompression ne change pas. Si le plongeur reste à la même pression, il ne lui faudra que 3 à 5 jours de décompression. Il n'est plus obligé de décompresser à chaque plongée. Dès les prémices de la plongée en saturation, les chercheurs ont voulu découvrir les limites du corps humain à la pression. Dans les années 60 et 70, c'était un peu l'aventure. Les plongeurs étaient souvent blessés. Certains perdaient même la vie. À la fin des années 70, aucun plongeur américain n'a survécu à une plongée au-delà de 300 mètres de profondeur. Les scientifiques de l'université Duke décident alors de réaliser une série de plongées virtuelles à plus de 300 mètres de profondeur. Le projet est baptisé Expérience Atlantis. Ce type de plongée en plein océan comporte de très nombreux risques en cas de problème. Bien plus graves que dans un environnement contrôlé. Un laboratoire est construit pour reproduire les conditions des profondeurs. Dans une chambre sous pression de 2 mètres de large, les scientifiques testent les limites de 3 plongeurs. Personne ne savait à quelle profondeur l'homme pouvait plonger. Lors d'une plongée en saturation, le plongeur respire un mélange gazeux. Ce type de mélange permet d'aller plus en profondeur et de rester plus longtemps sous l'eau. L'air que nous respirons est composé de 78% d'azote et de 20% d'oxygène. Il peut s'avérer mortel à des profondeurs importantes. À une certaine pression, l'azote peut entraîner des effets narcotiques et troubler le jugement. La narcose est telle que vous avez envie de retirer le détendeur pour manger un poisson. La toxicité de l'oxygène provoque également des convulsions. En remplaçant l'oxygène et l'azote par de l'hélium, moins toxique, les plongeurs peuvent rester plus longtemps sous l'eau. Mais en 1980, le mélange n'est pas encore au point. Personne n'est parvenu à franchir 300 mètres de profondeur sans effet secondaire. L'inhalation de l'hélium n'est pas sans danger. Plus vous plongez en profondeur, plus les effets de l'hélium sont rapides et dangereux. Le docteur Peter Bennett dirige l'expérience. Il cherche à améliorer le mélange afin d'en éliminer les effets indésirables. Mais il doit d'abord trouver des volontaires. Ils signaient un formulaire de consentement stipulant que l'expérience pouvait leur coûter la vie. Après une sélection sévère, 3 plongeurs civils sont retenus en guise de cobayes. Leur chef est Steve Porter, plongeur commercial en mer du Nord. Je savais que le projet était mené par les meilleurs experts au monde. Si la profondeur est artificielle, le danger, lui, est bien réel. Une fois saturés, les plongeurs ne pourront pas sortir si facilement en cas de danger.
Il fallait 31 jours de décompression pour qu'ils ne soient pas victimes d'accidents. C'était très risqué. Après être parvenus à simuler une plongée record à 650 mètres de profondeur, les chercheurs veulent aller plus loin. Steve Porter et ses partenaires restent confinés dans leur capsule. À quelques mètres de là, le Dr Bennett augmente progressivement la pression. Personne ne savait ce qui pouvait se passer à une telle profondeur. Les trois volontaires vont tenter de battre un record en plongeant virtuellement dans la zone mésopélagique. Située entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la pression y est d'1 tonne par centimètre carré, soit l'équivalent de 2 quads. Ils partaient pour l'inconnu. Ils avaient signé un formulaire de consentement stipulant qu'ils risquaient la mort. Ils en étaient conscients. Le 25 octobre 1981, au matin, les volontaires subissent la phase initiale de l'expérience. On est descendu très vite à 300 mètres. On avait chaud. On se sentait compressé. C'était très désagréable. Les cobayes ont dépassé la profondeur habituelle de la plupart des plongeurs en saturation. Malgré les premiers effets de la pression, toutes les conditions ne sont pas reproduites. Avec la pression, le plus dur, c'est le froid. Quand vous retirez vos gants, la douleur est immédiate. Tony Groom a passé la majeure partie de sa carrière à 200 mètres de profondeur dans les eaux de la mer du Nord. C'est un peu comme les astronautes. Il y a du vide dans l'espace et une énorme pression sous l'eau. Les mouvements sont lents, comme dans l'espace. Marcher est difficile et fatigant. Les plongeurs volontaires poursuivent leur descente virtuelle dans les profondeurs. Malgré un confort relatif, les effets de la pression sont de plus en plus désagréables. L'air est si épais qu'il pénètre difficilement dans les narines. Il faut ouvrir la bouche. À cette profondeur, l'air se comporte différemment. Il adopte certaines propriétés liquides. La pression compresse les molécules gazeuses. Elles subissent alors une transition de phase et passent à l'état liquide. On sentait la densité de l'air en respirant. Au bout de 2 jours, les cobayes atteignent 650 mètres de profondeur, leur record. Comme tout allait bien, on a pensé que nous n'avions pas encore atteint la limite. On a voulu aller jusqu'à 685 mètres. Au 12e jour, le Dr Bennett augmente la profondeur, avec l'accord des plongeurs. La pression atteint 700 kg par centimètre carré. Les effets sont immédiats. Quand on éternuait, la douleur était horrible, insupportable. Pire, leur cerveau leur joue des tours. On faisait des rêves en technicolor qui nous rendaient dingues. J'en ai fait pas mal. Sous des pressions extrêmes, l'hélium provoque des convulsions chez les animaux et des hallucinations chez les plongeurs. Malgré les terribles effets secondaires, Steve Porter et ses partenaires parviendront à passer une journée entière à 685 mètres de profondeur. Le record mondial est battu.
Revers de la médaille, ils devront décompresser pendant 35 jours, coupés du monde extérieur. On avait du matériel médical, mais en cas de problème, c'est moi qui étais responsable. Les plongeurs regagneront l'air libre, épuisés mais vivants. L'expérience du Dr Bennett est un succès. Il ne tentera plus d'autres plongées. La résistance humaine à la pression sous-marine a ses limites. J'étais content qu'on atteigne 685 mètres. Je ne pense pas que l'homme puisse aller au-delà. Descendre au-delà de la zone mésopélagique implique une pression sous-marine encore plus forte. La zone bathypélagique est si profonde qu'elle est dépourvue de toute lumière. La pression est d'environ 4 tonnes par centimètre carré, soit l'équivalent d'un 4x4 de loisir. On atteint ces profondeurs qu'à l'aide d'un submersible non habité. L'homme a pendant longtemps tenté de construire des appareils sous-marins. En 1920, aucun submersible n'avait dépassé 120 mètres de profondeur. Dans les années 20, les connaissances sur les profondeurs étaient très limitées. À l'époque, les biologistes pensaient qu'il n'y avait pas de vie dans les profondeurs. Il y faisait trop froid et la pression était trop forte. La première tentative de plongée dans la zone bathypélagique a lieu au début des années 30. Elle est l'œuvre de 2 civils audacieux opérant sans filet de sécurité. William Beebe et Otis Barton. Beebe était un très grand naturaliste. Il était directeur du zoo du Bronx et ornithologue. Il s'associe avec Otis Barton, un jeune ingénieur qui pense avoir conçu un appareil capable d'atteindre la zone bathypélagique. La bathysphère. La bathysphère était aussi nécessaire qu'Apollo, sauf qu'elle était conçue par 2 amateurs. Le submersible est une sphère en acier d'1,50 m de diamètre avec des parois de 30 cm d'épaisseur. D'un poids de plus de 2 tonnes, il est relié à un simple câble en acier. Le 30 janvier 1930, la bathysphère est immergée au large des Bermudes pour une série de tests. Elle a été descendue à vide à 460 mètres de profondeur, filtrée à l'intérieur. Lorsqu'il a ouvert l'écrou, il a été propulsé à une douzaine de mètres par la pression. Ils ont pu voir ce qu'il leur serait arrivé s'ils avaient été à l'intérieur. Après 4 ans de tests, dont une plongée habitée réussie à 240 mètres de profondeur, Beebe et Barton ont corrigé les défauts de la bathysphère. Ils s'apprêtent à réaliser une plongée habitée à plus de 800 mètres de profondeur. C'était encore plus risqué qu'un vol spatial. Si le câble venait à se rompre, il aurait été impossible de les remonter. En 1934, aucun homme n'a encore dépassé la zone mésopélagique. Le 21 août de la même année, Beebe et Barton tentent d'atteindre la zone bathypélagique pour la première fois à bord de leur appareil. Ils voulaient atteindre 800 mètres de profondeur, là où la pression exercée sur la bathysphère est d'environ 700 kg. En cas de fuite, le drame aurait été immédiat. Pour supporter la pression, Barton a misé sur la forme sphérique de l'appareil.
La sphère est idéale. Elle répartit de manière égale la pression exercée sur l'ensemble de la structure. C'est un peu le principe de la clé de voûte. Cette pièce répartit les forces de là jusque là. Si vous voulez les répartir de manière égale sur un objet en 3 dimensions, cela vous donne une sphère. En quelques minutes, ils dépassent 240 mètres de profondeur, leur record. Plus vous descendez, plus il fait sombre. On ne distingue que des formes, des ombres. Ils ont découvert des animaux inconnus alors. Des créatures irréelles, très éloignées des animaux terrestres. La plupart des animaux des profondeurs sont dépourvus de gaz. La bathysphère atteindra miraculeusement 923 mètres de profondeur. C'est incroyable qu'ils aient pu descendre aussi bas que le leur permettait le câble. Et ça a une pression énorme. À bord du navire, c'est en véritable vedette internationale que Beebe et Barton sortent de la bathysphère. L'exploit de Beebe a fait la une des journaux. Pourtant, les scientifiques ont eu peu de considération pour lui. Les observations des plongeurs sur la vie sous-marine ont longtemps été mises en doute. Il n'avait pas pris de photos ni prélevé d'échantillons. Leur exploit inspirera néanmoins une nouvelle génération d'explorateurs plus audacieux. Il existe une partie de l'océan encore plus mortelle. La zone abysso-pélagique, communément appelée abysse. Elle est comprise entre 4000 et 6000 mètres de profondeur, jusqu'aux vastes plaines abyssales. Elle recouvre la majeure partie de la surface de la Terre. À peine 1% des profondeurs ont été cartographiées. Cartographier est une chose, comprendre les fonds marins en est une autre. On est encore dans une phase d'exploration. Le robot sous-marin Abe a été conçu aux États-Unis à l'Institut océanographique de Woods Hole. Il est utilisé pour cartographier les plaines abyssales en totale autonomie. Jusqu'en 1995, seuls des submersibles habités ou des robots téléguidés permettaient d'atteindre 4000 mètres de profondeur. Un robot téléguidé peut rester au fond de l'eau plus longtemps qu'un homme dans un sous-marin. Il peut opérer par mauvais temps sans risque, contrairement à une plongée habitée. Ce robot autonome est conçu pour aller plus profondément et plus longtemps qu'un sous-marin habité et un appareil télécommandé. Il a été élaboré pour atteindre 6000 mètres de profondeur et résister à la pression équivalente à un éléphant adulte de plus de 2,5 tonnes par centimètre carré. Nous avons conçu un appareil avec des petits propulseurs capables de se déplacer comme l'entreprise de Star Trek. La flottabilité est un paramètre primordial. Ceci est utilisé pour la navigation. L'appareil a besoin de poches d'air pour remonter vers la surface. Hélas, elle se perce très facilement. Comment résister à la pression tout en flottant naturellement? L'Abe est doté de sphères creuses fabriquées en un métal étonnant. Ce sont des sphères en verre de cette taille, avec des parois de 5 cm environ, capables d'aller tout au fond de l'océan. Enfin, la plupart du temps. L'Abe connaît un succès retentissant.
En voyant la carte sortir de l'imprimante, les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne voulaient plus s'arrêter. En 15 ans, Leeb a cartographié de nombreuses parties du globe totalement inconnues. Lors de sa 222e mission, Leeb explore une zone volcanique située à 3000 mètres de profondeur. De la surface, le robot semble se comporter comme prévu. Soudain, vers minuit, plus de signal. Plus rien, le silence. Contre toute attente, à près de 3000 mètres de profondeur, Leeb a mystérieusement disparu. Pendant plusieurs heures, on a essayé de comprendre le problème et de communiquer. Le robot sous-marin subit une pression de 3 tonnes par centimètre carré, soit le poids d'un pick-up. Pour Timothy Shank, l'ingénieur en chef, il est victime de la pression. Il flottait grâce à 6 ballons en verre. Après toutes ces plongées, l'un d'eux a implosé. C'était l'équivalent de 5 bâtons de dynamite. Imaginez la réaction des sphères voisines, elles aussi soumises à la pression. Leeb n'aurait très certainement pas survécu à une explosion d'une telle ampleur. En 15 ans, le robot a cartographié moins de 1% des fonds marins. Malgré ses qualités, il n'a pas été conçu pour supporter la pression de la partie la plus profonde des océans. Dans la zone hadopélagique, la nuit est permanente et la température dépasse difficilement 0 degré Celsius. La pression y est de 5 tonnes et demie par centimètre carré, l'équivalent d'un bulldozer. Elle est située dans les fosses et les ravins qui s'enfoncent dans les plaines abyssales. Elles correspondent aux failles entre les plaques tectoniques. Les fonds les plus anciens sont situés dans ces zones où une plaque passe sous une autre. L'Américain Don Walsh et le Suisse Jacques Picard sont les seuls à avoir tenté d'explorer les failles océaniques. C'est à bord du Trieste qu'ils l'ont fait. Le Trieste était un bathyscaphe. Contrairement à la bathysphère, qui était reliée à un câble en acier, il descendait tout seul dans les profondeurs, comme un ballon. Le Trieste est une sphère en acier de 2 mètres de diamètre. Il est fixé à un énorme flotteur de 15 mètres de long, rempli de carburant. On avait fait une plongée à vide dans le port avant de le descendre à 7300 mètres avec succès. On était prêt pour le grand plongeon. Il se déroulera le 23 janvier 1960 au matin. La descente s'est déroulée comme prévu. Mais vers 6000 mètres de profondeur, il y a eu un énorme choc. Malgré nos recherches, nous n'avons rien trouvé. Si la coque de haute pression avait cédé, on aurait été mort avant même d'entendre le bruit. Pensant que la sphère n'est pas endommagée, la descente se poursuit. Les phares éclairent un sol plat et vaseux où les plongeurs font une découverte inattendue. On a vu un poisson plat,
comme un flétan. Ça voulait dire qu'il y en avait forcément d'autres et qu'il y avait bien une vie marine au plus profond de l'océan. À la surface, ils prennent conscience du danger. J'ai vu la fissure à l'arrière du sas d'entrée. Trop risqué, aucune mission habitée n'a été effectuée à de telles profondeurs depuis lors. Les chercheurs de l'Institut océanographique de Woods Hole ont élaboré un nouveau type de robot sous-marin. Baptisé Nereus, il a été conçu pour atteindre les grands fonds. La particularité du Nereus, c'est qu'il est capable de supporter les pressions exercées à plus de 10 000 mètres de profondeur. Contrairement à l'Abe, le Nereus est doté de 1500 petites sphères en céramique très résistantes. Après 6 heures de descente, il atteint la fosse des Mariannes. Quand le 31 mai 2009, on a atteint Challenger Deep, tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Le Nereus dévoile un monde encore inconnu. C'était incroyable de voir la faune des profondeurs. On a découvert une quinzaine d'espèces et des anémones inconnues. C'est inévitable dans ce type de région inexplorée. Le Nereus révèle également des monts hydrothermaux. La faune qu'ils attirent renferme de précieux renseignements sur les premières formes de vie sur Terre. Ils se nourrissent d'éléments chimiques, du sulfure, du méthane, des choses très nocives pour l'homme, mais pas pour eux. Pour les scientifiques, si des animaux sont capables de s'adapter à des conditions aussi extrêmes, la vie est alors possible partout, y compris sur d'autres planètes. Ces découvertes peuvent nous aider à comprendre la vie sur Terre ou sur d'autres planètes. Malgré l'apport de robots toujours plus perfectionnés, les scientifiques n'ont découvert qu'une infime partie du monde des profondeurs. Au fil des découvertes, nous constatons que nous ne savons que très peu de choses. Malgré les dangers, l'homme continue d'affronter la pression sous-marine et d'explorer les tréfonds de la Terre. La conquête spatiale est plus populaire que l'exploration sous-marine. Les gens réalisent mal combien la vie dépend des océans. La pression est envahissante, omniprésente, écrasante, impitoyable. C'est une force naturelle immense à laquelle on ne peut échapper.